Bonjour, je suis David Guillaumard, en charge du pilotage et de l'évaluation du programme de pêche de prévention qui est mené donc depuis mars l'année dernière par le CRA. Juste pour rappeler, pilotage et évaluation, ça peut sembler un peu, je dirais, antinomique, mais c'est exactement ce qui se passe ailleurs. Vous avez vu que New South Wales, c'est aussi le DPI, donc le département des pêcheries, qui a mis en place et qui se charge de l'évaluation, notamment de tout ce qui est suivi scientifique, publication, etc. Juste un petit rappel historique. Je vous ai présenté ici sur un graphique. Alors, pour le pointeur, c'est le truc rouge. C'est ça ? Ouais, c'est ça. L'évolution des débarquements de la pêcherie artisanale, donc uniquement les données de pêche professionnelle déclarées, suivies dans le cadre notamment du suivi des pêcheries traditionnelles, qui est réalisé par les activités. Vous voulez que je parle plus fort ? Par les autorités et les organismes scientifiques, sont des données qui sont disponibles sur le site de la Commission des thons de l'océan Indien, toutes espèces confondues. Il n'y a pas encore de séparation entre les différentes espèces pélagiques, côtières, ou même entre les espèces elles-mêmes. Mais on voit clairement que depuis fin des années 90, on a une diminution extrêmement marquée de la mortalité par pêche, donc des débarquements de requins par la pêcherie côtière réunionnaise. Et ça, c'est en lien avec, évidemment, à partir de 1999, l'effet de l'arrêté préfectoral qui a interdit, pour suspicion de ciguatera, de vendre les requins pour la petite pêche professionnelle. Vous voyez que c'est un élément, à partir du moment où une réglementation se met en place, elle n'est pas immédiatement appliquée. Par contre, on voit qu'elle s'est progressivement produite au cours des années 2000. Juste aussi pour illustration, je vous ai représenté l'évolution des attaques. C'est vraiment à titre uniquement d'illustration, mais pour rappeler quand même qu'on était un pays qui consommait assez régulièrement des requins, notamment des espèces côtières, mais pas que. Là-dedans, il y a des espèces pélagiques, il y a des espèces... il y a toutes les espèces. Et donc, juste pour rappeler le contexte, qu'on pêche aujourd'hui beaucoup moins de requins qu'on en a pêché jusque dans les années 90, voire un petit peu 2000. Et je vous ai représenté ici en gris les données donc, de tonnage, puisque c'est en tonnage, des différents programmes de pêche de prévention qui ont été menés depuis 2011, 12, 13, 14, sous différentes formes, et qui vous montrent qu'on arrive à des tonnages qui restent inférieurs à ce qui était en tout cas déclaré, débarqué jusqu'au courant des années 99. Ceci étant dit, c'est là. On va arriver au programme lui-même. Donc, on a un programme de pêche qui est basé à la fois sur un benchmarking sur ce qui se passe ailleurs dans le monde, notamment en Australie et en Afrique du Sud. On a vu les présentations de nos collègues tout à l'heure, mais aussi sur les connaissances qui ont pu être acquises depuis assez récemment sur les deux espèces, en particulier sur le requin bulldog, donc qui sont impliqués dans les attaques à La Réunion. Et j'insiste notamment sur le fait qu'on a pu donner une cohérence à ce programme-là et l'orienter à partir du moment où on avait eu des résultats, notamment dans le cadre du programme de recherche Shark qui avait été financé entre 2011 et 2014 et qui nous a permis d'avoir énormément d'informations sur le comportement des requins, leurs déplacements, le fait que notamment ont pu être mis en évidence, au-delà des marquages de Shark, le fait qu'on ait des retours réguliers de requins bulldog sur des sites côtiers, que certains individus ou groupes d'individus avaient des sites favoris et que ce n'était pas, même s'ils sont capables de faire le tour de l'île, qu'ils avaient des sites favoris, qu'on avait des zones particulières qui étaient des zones de concentration. Donc c'est la philopatrie, c'est la fidélité aux sites. Et sur la base de cela, et sur la base de ce qu'on a pu voir qui était efficace ailleurs, on a proposé un programme cohérent de pêche aux abords des zones d'activité nautique, avec comme objectif, tel que Olivier a pu le présenter, de faire du qualitatif, c'est-à-dire de pêcher, d'intercepter les individus, les gros requins potentiellement dangereux de ces deux espèces-là qui sont présents aux abords des zones d'activité nautique, à l'exclusion de ceux qui vont se promener ailleurs.
Dans le cadre donc, de cette stratégie générale, on met en œuvre 2 techniques de pêche qui sont complémentaires. Donc on a effectivement la Smart Drumline, donc, qui a été adaptée de la Good Old Fashioned Drumline dont parlait Sabine ce matin, donc en y intégrant un système d'alerte par satellite, donc très très fiable, qui permet d'avoir une alerte dès qu'on a une touche. C'est pas toujours une capture, mais dès qu'on a une touche, le pêcheur en charge des opérations va immédiatement se porter à la hauteur donc, de la drumline en question qui a été déclenchée et va pouvoir évaluer le fait que ce soit un animal capturé dangereux, potentiellement, wanted, un tigre ou un bulldog qui sera prélevé, ou une autre espèce, et selon son état, qui sera relâché. Les pêcheurs ont été formés pour travailler sur la manipulation de ces animaux, de pouvoir les mesurer, éventuellement les marquer, et surtout de pouvoir les libérer dans de bonnes conditions en enlevant l'hameçon ou en enlevant le baddling si l'hameçon a été engamé. Donc c'est une invention réunionnaise. Je tiens à citer Christophe Perry, qui n'a pas pu être là aujourd'hui puisqu'il est en déplacement, qui est le pêcheur avec qui on a travaillé de manière extrêmement resserrée autour de toute cette problématique depuis 2011, puisqu'on se connaissait d'avant, et qui, à force de discussion, d'échanges, et je pense notamment de confrontation aussi avec d'autres acteurs de la crise, notamment je pense aux scientifiques, nous ont poussé à trouver des solutions innovantes, et donc a été mis en place donc, la fameuse Smart Drumline. Le terme SMART, juste entre parenthèses, Shark Management Alert in Real Time, a par contre été inventé par nos amis du New South Wales, qui trouvaient que c'était plus sympa d'avoir un acronyme où il n'y avait pas le mot pêche, notamment dedans. Voilà, donc ça, le principe, c'est d'avoir des engins de pêche qui sont disposés aux abords des zones d'activité nautique à enjeu et qui vont pouvoir avoir un échantillonnage temporel. On reste avec une Smart Drumline appâtée pendant une 12aine d'heures et donc on a plus de chances de capturer des animaux qui vont fréquenter cette zone-là. Je reviendrai un petit peu sur le fonctionnement. On sait que ce n'est pas une barrière. On est loin d'avoir 100% d'efficacité. On est certain qu'on n'a pas tous les animaux qui passent dans le coin qui vont être capturables. D'autant plus on ne travaille que de nuit aux abords des zones d'activité nautique. Je pense entre Saint-Gilles et Étang-Salé. Et il n'y a que 2 endroits où on travaille 24/24. C'est la baie de Saint-Paul et Saint-Pierre-Pic-du-Diable. Pour des raisons liées à... je dirais, à la réticence d'un certain nombre d'acteurs à voir des engins de pêche appâtés une 12aine d'heures au même moment que des activités nautiques pendant la journée. Je reviendrai là-dessus, je pense que ce sont des choses qu'on peut dépasser largement, puisqu'on a des résultats, je vais revenir, qui montrent que cette réticence n'est basée que sur des fantasmes et pas du tout sur aucune donnée, aucune réalité. Mais pour l'instant, c'est comme ça, et donc on continue. L'observation du requin vraisemblablement bulldog dans le lagon de Saint-Leu est là pour nous rappeler qu'on a évidemment des trous dans la raquette et que ce n'est pas du 100%. L'autre technique qui est utilisée, c'est une technique assez classique. Juste peut-être pour compléter sur la Smart Drumline, l'idée c'est que, en gros, le programme Shark a montré qu'on avait que quelques individus qui vont fréquenter des zones en particulier, qui vont être plus présents, qui vont avoir des durées de visite plus longues, et que du coup c'est tout à fait cohérent d'avoir des engins qui soient proches de ces zones d'activité-là pour capturer ces individus-là, et que ça ne sert à rien d'aller forcément les chercher ailleurs. Ça c'est vraiment un point essentiel, parce que derrière, au-delà, et c'est ce qu'on discutait tout à l'heure avec Blake, le principe de la pêche de prévention, du shark control tel qu'il est pratiqué ailleurs dans le monde, c'est effectivement, à partir du moment où on pêche un requin et qu'on le sort, c'est une diminution de la population. Mais derrière, il y a aussi des hypothèses en termes d'effet comportemental de cette pêche. À partir du moment où on enlève des individus, d'autant plus pour des espèces aussi potentiellement sociables, hein, on connaît les relations entre individus chez les requins bulldogs, en tout cas on sait qu'il en existe, qui puisse avoir aussi un effet comportemental, pas répulsif, mais en tout cas qui va avoir comme conséquence une diminution de la fréquentation de cette zone-là. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une baisse des populations qu'on vise, mais c'est une baisse de la fréquentation des zones côtières. Diminution of the visitation. That's it.
L'autre technique, c'est les classiques palangres de fond, qui sont utilisés par la petite pêche côtière à La Réunion depuis tout le temps. On a adapté le système, alors il faut rendre à César ce qui est à César. Hein. C'est dans le cadre du programme Shark que cette technique-là a été adaptée et a pu montrer ses preuves sur la base en fait d'un transfert via les Australiens qui utilisent cette technique-là pour faire de la pêche commerciale de requins, notamment bulldog, tout le long de la côte du New South Wales par exemple, et qui, dans le cadre des débuts du programme Shark, qui avait été en partie, où dans la collaboration il y avait les gens de l'association Squalidé, pour ne pas les citer, et qui avaient été faire du benchmarking et qui avaient proposé de ramener cette technique, et qui a montré son efficacité. Donc on continue avec. Maintenant, le principe, c'est pas un échantillonnage temporel, c'est un échantillonnage spatial. On utilise plus d'hameçons, jusqu'à 25, nous dans notre cas. Et par contre, on va rester sur des temps de pause beaucoup plus courts, d'une heure ou deux. 2 heures au départ, on le réduit à 1 heure, par exemple, quand on a un risque de capture accessoire d'espèces fragiles, comme par exemple les requins marteaux. En ce moment, on n'utilise que des durées de pause de 1 heure, et encore peut-être moins, je pense, dans les prochaines occasions, qui permet du coup, sur les zones de concentration de ces animaux, de pouvoir avoir une efficacité. L'enjeu, c'est vraiment d'avoir une pêche qu'on dit de prévention rapprochée avec les smart drumlines, dont on a vu que le principe c'était qu'on pouvait libérer facilement les espèces non désirées, et une pêche dite étendue, avec les palangres de fond vers les zones plus de concentration, typiquement l'Arche Saint-Gilles, baie de Saint-Paul, temps du Golfe. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Quelques éléments en termes de publication et de communication autour du programme. Donc ça, c'est un programme qui est mené de manière régulière, plusieurs jours par semaine et toute l'année, avec un financement donc, de la part des différentes collectivités. En termes de publication, juste indiquer que donc, par rapport à la Smart Drumline, il y a une publication scientifique qui est parue ce matin, c'est-à-dire que ça c'est la version finale corrigée, disponible, elle est parue ce matin. Donc voilà, I can blow my trumpet. Et donc sur la Smart Drumline, son principe de fonctionnement, son efficacité en termes de libération des animaux vivants en comparaison des autres dispositifs, programme de Shark Control ailleurs dans le monde par exemple, et aussi son intérêt en termes de collecte de données extrêmement précises en termes d'heures de touche et de capture, qui nous permettent derrière de pouvoir encore plus adapter le programme pour pouvoir éviter par exemple des heures où on a certaines espèces accessoires à certaines périodes qui vont être plus capturables que d'autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est permis grâce au système d'alerte en temps réel. Donc voilà, on va continuer à travailler sur les publications scientifiques. Il y en a une deuxième là en cours, notamment en lien avec l'attractivité supposée des appâts et des captures en termes d'attractivité des requins dans les zones où sont déployés, où les résultats vont complètement à l'encontre des fantasmes qui ont été largement diffusés ces dernières années à La Réunion. On utilise des outils de communication, comme Olivier précisait, sur notre site internet, sur Facebook. En termes d'innovation, je pense que le programme, au-delà de la Smart Drumline, c'est aussi toute la partie de collecte, transmission, capitalisation des données, qui s'appuie sur une application smartphone qui a été développée à destination des pêcheurs, qui leur permet en temps réel de transmettre les positions, les heures de pêche, évidemment les résultats en termes de capture, mais aussi l'état des appâts, etc. Ce qui nous permet d'avoir un suivi extrêmement détaillé de toute l'exploitation, et surtout une fiabilisation de ces données-là, puisqu'on ne se base plus uniquement sur des données collectées dans des cahiers avec les risques d'erreur au moment de la saisie des données, etc. Donc on a fiabilisé tout ce qui est transmission, collecte, transmission, et du coup aussi restitution des données en temps réel. Donc là, c'est une carte qui est disponible. On a une version publique où il y a moins de détails qui est sur notre site internet. Et nous, en interne, en termes de monitoring du programme, on a quelque chose qui est extrêmement détaillé. Ça nous permet de savoir si, par exemple, le matin, il y a un appât qui a été mordu à tel endroit et qu'on n'a pas eu de capture. Et ben on voit si éventuellement il est pertinent de faire une alerte, une prévention. Et ça, c'est aussi très important. C'est-à-dire que ce programme-là, au-delà du fait de pêcher des requins dangereux, c'est aussi un moyen d'avoir un suivi pour faire de la prévention au jour le jour à destination des usagers.
Et puis bien sûr on utilise aussi Facebook où on met régulièrement des vidéos, puisque tous les pêcheurs, en plus d'avoir des observateurs embarqués qui viennent régulièrement avec un taux de couverture d'à peu près 10-15%, ce qui est très bien pour ce type de programme, on en parlait avec Vic. On a aussi systématiquement pour toute opération de pêche une caméra GoPro qui filme et qui permet du coup de pouvoir rendre compte de ce qui se passe réellement à bord des bateaux. Donc voilà, c'est aussi l'effort de transparence qui a été voulu dans le cadre de ce programme. Bon, vite fait, je vous ai cumulé ici toutes les positions de pêche. En orange, les positions de Smart Drumline, donc, et en gris ici, les positions des palanques de fond depuis 2014, donc depuis le tout premier programme. On a de tête, là, on doit avoir 7000, 9000 opérations de pêche renseignées, sachant que donc, une drumline pendant une nuit, c'est une opération de pêche. Hein, donc voilà, donc depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, c'est 5 ans. Donc au début en baie de Saint-Paul, donc on voit que ça couvrait toute la zone de baie de Saint-Paul jusqu'au Cap Laoussé, au niveau de Saint-Gilles, dans le cône des Roches Noires, non c'est là, pardon, au niveau de Saint-Gilles, au niveau du cône des Roches Noires. Quelques rares opérations dans le cadre des opérations post-attaque dans la ZPR au niveau de Boucan-Canotte, quelques opérations à l'Ermitage, puis une bonne couverture, on va dire, entre 3 bassins et Saint-Leu jusqu'à la Pointe-aux-Sel, quelques opérations au-delà de Pointe-aux-Sel, mais vraiment anecdotiques. Toute la zone d'étang salé. L'étang du Golfe, c'est essentiellement des palanques de fond qui ont été faites, c'est vraiment typiquement l'idée de cette pêche de prévention élargie, où on va aller concentrer sur les zones où on sait qu'il y a des requins bulldogs, notamment juvéniles, qui sont présents en quantité à certaines périodes. Et au niveau de Saint-Pierre, essentiellement au niveau du Pic du Diable, et quelques opérations quand les conditions sont favorables à la présence de requins, qu'il a plu, que l'eau est turbide, qu'il n'y a pas d'autres usagers à l'eau, on va déployer éventuellement à la sortie du port de Saint-Pierre. En ce qui concerne les résultats de capture des espèces ciblées, donc vous voyez qu'on a une répartition, donc en bleu c'est les boules, et en rose les requins-tigres. On a une répartition des captures qui est à peu près tout le long des zones à enjeu, avec 2 hotspots, on va dire que, bon là qui apparaissent peut-être pas bien parce que c'est très concentré, qui sont la baie de Saint-Paul et Saint-Pierre. En tout cas, au début des programmes, entre 2014 et 2016, jusqu'à début 2017, on avait vraiment ces 2 zones-là, qui étaient les zones où on a capturé le plus de requins bulldogs. Et finalement, on a capturé sur Drumline, sur Smart Drumline, que, je ne sais pas, de mémoire, une trentaine d'individus entre Saint-Gilles et Étang-Salé. Et c'est typiquement ce que Jérémy Cliff du KwaZulu Natal Sherborne nous avait dit. Vous mettez une drumline devant 3 bassins, vous allez capturer 3-4 requins bulldogs et ce sera fini. Des requins tigres, on en capture beaucoup, partout ailleurs, et on reviendra là-dessus. Une espèce extrêmement capturable, là où le requin bulldog reste quand même compliqué. Il y a tout un travail à faire avec les pêcheurs sur les appâts, les techniques, etc. Mais donc, cette figure montre qu'en termes d'efficacité, voilà, on a des résultats. Voilà. Là, c'est la répartition donc des captures par espèce. Depuis 2014, donc c'est tout cumulé. Donc on a eu 727 captures qui ont été enregistrées, alors tout cumulé, toutes techniques de pêche, hein, Smart Drumline et palanque de fond. Donc 727 captures réparties en 34 espèces ou groupes d'espèces. Il y a certaines espèces qu'on n'a pas forcément distinguées initialement, par exemple les raies pastenagues. Au début on mélangeait toutes les raies pastenagues, maintenant on fait la séparation entre la tachetée et la brune. Dans l'ensemble des captures, donc le gros des captures sont les requins-tigres, 180 individus. Alors là, il y a tout mélangé, des programmes depuis 2014, donc il y a à la fois Cap Requin 1, Cap Requin 2, le programme réunion de pêche de prévention, je vais revenir après, mais aussi quelques opérations post-attaque. Et donc qui représente 25% des captures, c'est-à-dire sur les 34 espèces, il y en a une qui représente un quart des captures, c'est le requin-tigre. Le requin bulldog est la 3e espèce capturée ici, avec 101 individus pour 14%, ce qui fait au total à peu près 39%, enfin exactement 39% des captures avec les 2 espèces ciblées. Quand on dit que c'est qu'on fait beaucoup de captures accessoires, j'y reviendrai, parce que c'est de toute façon ce à quoi on va arriver à un moment. On pêchera de plus en plus de captures accessoires en proportion, puisqu'on pêchera a priori de moins en moins de requins bulldog, j'y reviendrai. Ça reste, en termes de ciblage, des résultats qui sont extrêmement bons par rapport à d'autres programmes en Afrique du Sud, Australie, où par exemple, là, ils sont
bien moindre au récif au Brésil par exemple, où en termes de ciblage sur les espèces, de pourcentage des espèces ciblées dans les captures, ils sont bien en dessous de ça. Donc on a des techniques qui sont efficaces. Les 10 premières espèces représentent 90% des captures globales, c'est-à-dire que finalement on a beaucoup d'espèces mais qui ont été capturées qu'en très très petite quantité. Et finalement, si vous regardez sur l'état des captures, donc avec le code de couleur, noir et rouge, c'est les individus morts, retrouvés morts quand on arrive, qu'on relève la ligne, ils sont morts. On voit que finalement, il y a 2 espèces parmi celles qui sont capturées en plus grande quantité qui sont vraiment sensibles, sont la carangue grosse tête et le requin marteau à licorne, dont d'ailleurs le programme de pêche permet de rendre compte de la présence très régulière dans les eaux réunionnaises, ce qui a été aussi confirmé par les caméras qui ont été déployées depuis 3-4 mois là, par l'équipe de ce qu'on appelle la brigade de terrain au CRA. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir aussi comparer le résultat des captures avec ce qui est observé par les caméras. Et c'est quelque chose qui va nous permettre aussi d'aller plus loin en termes de compréhension du processus de capturabilité et encore améliorer, je dirais, l'efficacité du programme. Que dire d'autre? Donc en termes de global, on a un taux de survie sur l'ensemble des captures qui est de 86%. Et uniquement sur les espèces accessoires, on est à 80%. À comparer, grosso modo, c'est compliqué parce que ça dépend des espèces, mais les autres programmes en Afrique du Sud avec des drumlines classiques, on est entre 30, 40, 50%. Donc on fait beaucoup mieux grâce aux techniques de pêche qu'on utilise. Et notre objectif, c'est d'aller le faire encore mieux. Juste aussi pour rappeler un petit peu, pour ceux qui parlent de massacre, notamment des espèces accessoires, l'ensemble du tonnage, et là j'ai rajouté non seulement les espèces vraiment retrouvées mortes, mais ceux qu'on a trouvés un petit peu fatigués, qui ont été quand même relâchés en bougeant, donc qui étaient capables de se déplacer, mais sur lesquels on pourrait avoir un doute en termes de survie à long terme. On est à peu près à 1,6 tonnes sur une année. Ça représente 1%, moins d'1% du tonnage débarqué par la seule pêche professionnelle réunionnaise. Si on rajoute la pêche de plaisance, on est à moins de 0,5%. Donc voilà, encore une fois, nous on est extrêmement transparent puisque toutes nos captures sont décrites, leur état, etc. Donc il y a un gros focus dessus. Mais il faut quand même un petit peu prendre la part des choses. Ça représente epsilon par rapport à l'ensemble de la pêche réunionnaise. Et donc en termes d'impact sur les milieux, y compris dans la réserve marine, c'est catchy. Ça c'est intéressant, j'espère. J'ai représenté depuis 2011, donc en gros, toutes les attaques sur les principaux sites. Baie de Saint-Paul, Boucan-Aigrette, Saint-Gilles, Trois-Bassins, Saint-Leu, Étang, Salé, Saint-Pierre. Avec un code de... Voilà, c'est des statistiques, c'est un peu froid, je suis désolé, mais voilà, les attaques fatales, les attaques non fatales qui ont eu lieu, donc dans le temps ici, entre juillet 2011 et ici janvier 2019. Et par-dessus, l'effort de pêche, donc sont tous les traits noirs là, ce sont les déploiements de Smart Drumline. Au début, dans le cadre du programme Cap-Requin, donc uniquement en baie de Saint-Paul, puis sur la fin du programme avec un petit déploiement à Saint-Gilles, une reprise en 2015, donc ce qu'on appelait Cap-Requin 1.3, avec quelques déploiements en baie de Saint-Paul et sur Saint-Gilles, Itou. Alors d'ailleurs, Saint-Gilles, en fait, les déploiements sont arrêtés vraiment très très rapidement. Et puis après, la reprise avec Cap-Requin 2, où là, on a travaillé encore une fois à baie de Saint-Paul, puis de Saint-Gilles à Saint-Pierre. Et puis donc le break, là, on va dire en 2017, où on n'a pas de données, puisque donc, pour des raisons indépendantes de notre volonté, le programme a été abandonné, en tout cas tel qu'il était pratiqué auparavant, et la reprise par le CRA depuis mars 2018. Ce qui ressort de cette figure, c'est que là où on a pêché et quand on a pêché, il y a eu 0 attaque. Donc quand on entend que oui, ça va être plus dangereux, etc., de poser des drumlines, etc., bah, c'est exactement l'inverse que les faits nous montrent là. À l'inverse, là où on n'a pas travaillé et quand on n'a pas travaillé, malheureusement, il y a eu des attaques. Voilà, je vous laisse tirer les conclusions. Juste aussi rappeler qu'on a eu des opérations post-attaque sur Saint-Leu avant que ce soit déployé, et on a, immédiatement après l'attaque, on a pêché et on a capturé un requin bulldog. Pareil aussi, Boucan, le seul fois où on a pu travailler à Boucan, ça a été malheureusement après une attaque. Ce serait peut-être intéressant de travailler avant qu'il y ait des attaques. Alors, voilà. En termes de suivi, d'évaluation, d'indicateurs, ce qui est intéressant, c'est que comme on suit de manière extrêmement précise les positions, les heures, les types d'appâts, le nombre d'hameçons, etc., on a des indicateurs en termes d'efforts de pêche qui sont extrêmement précis.
On est encore en train de travailler dessus. Il y a beaucoup d'éléments qui vont jouer en termes de variabilité saisonnière liées aux conditions environnementales, à la Lune, aux engins utilisés, aux appâts, etc. Ce qui fait qu'il faut se méfier des premières analyses. Maintenant, quand on prend des indicateurs lissés à l'échelle annuelle, ce qui ressort, c'est que, alors avec des efforts de pêche qui sont très différents d'une année sur l'autre, en cumulé ici, elle est en gris de pêche. Donc 2014, cap requin uniquement sur baie de Saint-Paul. 2015, à partir de la moitié de l'année, on a commencé à travailler sur toute la zone, donc ça commence à augmenter. 2016, cap requin 2, je dirais, full déploiement, où là on a pu travailler au complet. 2017, on a pu travailler qu'en janvier-février avant que le programme soit arrêté. 2018, on a commencé à partir de mars, donc vous voyez un petit peu moins. Et 2019, on n'a que les 3 premiers mois de données. Par contre, si on ramène le nombre de requins bulldogs capturés par l'effort, c'est-à-dire les indices, alors pas d'abondance, mais de fréquentation, c'est compliqué de parler d'abondance quand on travaille que sur une zone particulière, alors que la population est vraisemblablement plus étendue. On a une tendance à la baisse. C'est ce qui a été observé sur des périodes beaucoup plus longues. Alors malheureusement ici il manque les dates, mais en gros c'est entre 1980 et 2000 en Afrique du Sud, alors avec les filets, hein. Mais ce qu'on a observé, et ça c'est tout à fait attendu de la part d'animaux qui sont philopatriques, fidèles au site, ils ne sont pas évidemment scotchés, c'est pas des berniques qui restent au même endroit, mais le fait que ce soit les mêmes individus qui reviennent, ils sont sensibles à la surexploitation locale. Or, ce qu'on veut, c'est ça, c'est faire baisser la fréquentation du nombre d'individus dans les zones à enjeu. Sur des périodes plus longues, évidemment, parce que des plus grandes zones, ici dans le New South Wales, pareil, une baisse très marquée. Alors c'est toutes les espèces de requins carcarinidés, mais qui ont vraiment des caractéristiques écologiques et biologiques tout à fait proches. On a des tendances comme ça, que nous, en 5 ans, on commence peut-être à observer. Je dis peut-être parce qu'évidemment, il faut consolider par rapport à tous ces éléments de variabilité dont je vous ai parlé avant et où statistiquement, il faut faire un gros travail. On espère le mener dans le cadre des collaborations, notamment avec le laboratoire de Vic australien. Mais on a quand même une tendance à la baisse. À l'inverse, si on regarde les CPUE, donc les indices d'abondance de fréquentation des requins marteaux, on a eu jusqu'en 2018 finalement relativement peu de requins marteaux, et puis cette année, boum. Alors est-ce que c'est conjoncturel, c'est une année à requins marteaux? Est-ce que c'est parce que les assemblages d'espèces commencent à changer au bout de 5 ans? Je suis désolé, on ne peut pas répondre. Mais on ne peut pas dire non non plus. Autre indicateur très intéressant, c'est la taille des captures. Pour l'instant, ce n'est pas significatif. On n'a pas de baisse significative. Vous voyez que l'intervalle, en fait, en gros, le plus bas de l'intervalle de confiance, il est quasiment au même niveau que le plus haut de l'intervalle de confiance. Le plus bas, bon, en gros, c'est qu'en gros, même si on a l'impression d'avoir une baisse de la taille des captures, elle n'est pas encore extrêmement significative. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'on a ce trou dans la raquette qui correspond aussi aux tailles de capture intermédiaires, aux individus entre 1,50 m et 2 m. Ceux-là, on les capture moins. Est-ce que c'est parce que les gros sont d'abord capturables, comme dans toute nouvelle pêcherie, on pêche d'abord les gros individus, puis on va pêcher de plus en plus les plus petits? Ou est-ce que c'est parce que ceux-là évitent les engins de pêche? Ou est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas là? Donc là, pour l'instant, on se pose des questions, mais c'est un indicateur qui va nous permettre justement d'aller plus loin dans le suivi de cette exploitation et l'évaluation des résultats du programme. Un petit mot aussi sur la valorisation scientifique, donc au-delà, je vais essayer d'aller vite, d'autant plus que c'est pas moi qui ai fait ces diapos, c'est Sébastien Jacquemet qui s'excuse de ne pas pouvoir être présent, mais donc il fait toute la partie suivi scientifique pour l'université sur la base des requins prélevés, donc avec le but d'augmenter la connaissance sur les espèces par la génétique, l'écologie trophique, biologie de la reproduction, écotoxicologie, tout élément qui sont donc valorisés à partir des captures des requins qui sont disséqués. Et puis dans le cadre notamment de collaboration internationale, dans le cadre de différents programmes, Eureka, EcoRecord, etc. Il y a aussi un nouveau programme de prélèvement d'ADN environnemental, où des prélèvements ont été faits tout autour de l'île. Le but, c'est d'analyser les micro-fragments d'ADN qui sont possiblement présents dans les eaux côtières, et de pouvoir voir si on a tel ou tel type d'espèce présent, et qu'on n'aurait pas dans nos captures, et que du coup, ça nous permettrait de compléter un peu la compréhension des assemblages d'espèces dans les eaux côtières réunionnaises. Les principaux résultats qui ont pu d'ores et déjà sur la base de toutes les données, alors j'ai refait le calcul, on est à 135 requins bulldogs capturés, prélevés depuis le début des programmes.
Alors le gap avec les données que je vous ai présentées avant, je parlais de 101, c'est qu'il y a eu les fameux requins de Ciguatera, enfin des pêches Ciguatera, Valorequin, etc., où il n'y avait pas de suivi de l'effort de pêche aussi détaillé. Mais en gros, donc ça fait la différence, une vingtaine d'individus. Donc 135 requins bulldog qui ont été pêchés depuis 2011 et 224 requins tigres qui ont été prélevés, sachant que dans le cadre de Cap Requin 1 et 2, on en relâché quasiment la moitié. Depuis le programme Réunion d'espèces de prévention, enfin depuis 2017, on les prélève systématiquement. On reviendra après sur l'opportunité de continuer éventuellement dans ce sens-là ou pas. Donc les données sur les tigres et les bulldogs, en gros, au niveau de la structure des tailles, c'est qu'on a des gros individus d'adultes chez les bulls, comme je vous dis. On manque de petits, alors on a quelques juvéniles qui ont pu être capturés au Gol, éventuellement à Saint-Paul. Et il y a ces tailles intermédiaires qu'on ne trouve pas. Donc avec toujours on se pose cette question-là, est-ce qu'ils sont là ou est-ce qu'on n'arrive pas à les capturer? Et puis chez les tigres, inversement, on a plutôt des juvéniles et des jeunes adultes. On a finalement peu de gros individus, même s'il y a de temps en temps des grosses femelles matures qui ont été capturées avec 40 petits à l'intérieur. Avec notamment une publication scientifique qui montre qu'il y a a priori donc, de la mise bas à La Réunion de la part de ces requins tigres. Au niveau de la génétique des populations, alors je ne suis pas du tout un spécialiste, donc j'ai peur de raconter des bêtises, mais en gros qu'on a un pool génétique qui est relativement close to Pacific, alors qui est relativement proche de celui du Pacifique et très différent de celui de l'Atlantique. En gros, on a plus de structuration chez les requins bulldogs que chez les requins tigres, où on a plutôt une grosse population mondiale qui se mélange. Chez les requins bulldogs, c'est moins marqué. On aurait peut-être des sous-populations, entre guillemets. Mais encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, donc je préfère pas trop m'avancer. Au niveau de l'écologie trophique, ce qui est très intéressant chez les requins bulldogs, et c'est aussi, ça correspond à ce qu'on a vu au niveau des préférences spatiales par les marquages, c'est qu'on a une spécialisation individuelle. Même si la population globale des requins bulldogs est généraliste, ils mangent de tout, on va avoir des individus qui vont se spécialiser. Et c'est là aussi où il y a du sens de prendre ceux qui se rapprochent proches des zones à enjeu, parce qu'ils sont spécialisés, donc peut-être que c'est ces zones-là, peut-être que c'est ce type d'environnement-là qui va leur être le plus favorable. En les enlevant, finalement, ceux qui sont spécialisés ailleurs, ils ont moins tendance à venir. Par contre, chez les tigres, on a une population qui est généraliste et des individus généralistes. En gros, les tigres, ça mange de tout, et tous les tigres mangent de tout. Au niveau de la reproduction, donc, on a mis en évidence une reproduction, donc copulation à la fin de l'hiver, et une mise bas au début d'été, avec possibilité un stockage du sperme chez les femelles. Et notamment aussi de la polyandrie, c'est-à-dire que plusieurs mâles sont capables de féconder la même femelle, ce qui peut avoir des conséquences en termes de comportement aussi chez le requin bulldog. Par contre, donc, no evidence of mating and pupping locally, alors il n'y a pas d'évidence qu'il y a eu de mise bas, mais en attendant, on va quand même pêcher des femelles avec des embryons quasi matures, donc il y a quand même des fortes chances que ça... Mais il pourrait aussi très bien les mettre bas ailleurs qu'à La Réunion. Mais voilà, c'est ce que je dis là. En écotoxicologie, des concentrations donc en mercure, plomb, cadmium plus élevées que les seuils autorisés, je dirais, pour la consommation. Mais ça reste toujours, mais pas aussi élevé que ce qu'on aurait pu s'attendre pour des espèces comparables, avec des études toujours en cours. Les autres achievements, c'est en termes voilà, de publication. Dernier point, donc ouais, rappelez que donc, tout ça, c'est basé sur de la science. C'est-à-dire qu'on valorise toutes les informations scientifiques qui sont disponibles sur les requins bulldogs, sur les requins tigres. Et c'est sur la base de ça qu'on adapte notre programme. Si on regarde les données, donc les mêmes données de CPUE chez les requins tigres, autant on voit encore à consolider. Il va falloir, ça se trouve l'année prochaine, on a des captures de bulldogs qui font boom parce qu'on a une reproduction des individus tous les 3 ans, etc. Il ne faut surtout pas considérer que le niveau de risque il est stabilisé à un niveau bas, il peut peut-être réaugmenter. Mais en tout cas, chez le requin tigre, c'est clair que là, on n'a pas de tendance marquée. Alors, ce n'est pas encore des analyses statistiques solides, mais ce n'est pas étonnant parce que c'est ce qu'ils ont observé ailleurs, en Afrique du Sud. Là où, à l'inverse, on avait une baisse chez le bulldog, on a quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'augmentation chez le requin tigre. Libération des espaces côtiers, arrivée de requins tigres beaucoup plus ubiquistes qui sont capables de déplacements en plus grande distance et qui du coup
peuvent venir dans ces zones côtières parce que rendues, je dirais, disponibles. C'est une des hypothèses. Et c'est ce que peut-être on observe aussi chez nous. Encore une fois, attention, sur 5 ans, c'est un peu léger. Mais pareil, aussi dans New South Wales, on n'a pas eu du tout de tendance à la diminution, en tout cas sur les premières années. Là, c'est entre 1950 et 2010. On a eu juste une diminution sur la fin, mais qui est vraisemblablement due, comme pour le Queensland, à d'autres exploitations plutôt de type pêche commerciale, qui vont avoir une influence sur les captures dans les programmes de shark control à la côte. C'est-à-dire que ce n'est pas le shark control lui-même qui fait baisser les populations. Le shark control est un indicateur du niveau des populations. Mais sur le tic, ce qui est intéressant de voir, c'est que plus on pêche, on en a toujours. Et par contre, en termes de fréquentation, juste rappeler que Shark, là je vous ai présenté en gros le nombre de détections mensuelles sur les seuls détecteurs côtiers, donc ceux qui étaient vraiment proches des côtes, au cours du programme Shark, tout cumulé sur toute la période. Vous voyez que le requin bulldog, on a effectivement le fameux pic à partir de mars, etc., donc qui a été bien référencé dans le cadre du programme Shark. Je vous ai mis à la même échelle le nombre de détections de requins tigres. En gros, on avait 53 500 détections de requins bulldog, 440 détections de requins tigres. On a marqué le même nombre de requins tigres et on les voit quasiment jamais. Et quand on les voit une fois et on les voit plus. Et il n'y a que 52% de ces 40, en gros, il y a une vingtaine d'individus qui ont été détectés, peut-être une fois, puis après on les revoit plus. Peut-être une deuxième fois, voilà. Mais en tout cas, très très rarement. C'est-à-dire que ce sont des individus qui sont des requins qui sont a priori très capturables, très nombreux, plus nombreux, ce que la génétique a aussi pu mettre en évidence. Donc on les pêchera, il y en aura toujours. Il y aura peut-être un sens à travailler sur l'interception des plus gros individus, mais en termes de diminution de la fréquentation, on voit que ça n'a pas d'effet. C'est-à-dire que du coup, la stratégie telle qu'on la conçoit, elle est très adaptée pour le bulldog, pour le tigre. La question se pose. C'est typiquement ce que je dis quand on s'appuie sur la science pour adapter le programme. Autre chose, la marquage recapture, bon ça c'est juste à titre d'illustration, on a recapturé 11 requins bulldog sur les 40 qui avaient été marqués dans le cadre du programme Shark, ce qui représente 27,5% de recapture. Pour ce type de programme-là, c'est énorme. Et c'est typique aussi d'une population philopatrique, de retour sur site, etc. Donc encore une fois, un argument complémentaire qui justifie, qui donne du sens au programme de pêche et en termes de prélèvement, pour faire baisser la fréquentation. Dernier point, on relance, donc on est en train de remettre en place un programme de marquage, mais attention, sur les espèces accessoires, c'est-à-dire qu'on pêche des requins nourrices, des raies guitares, des raies pastenagues, des carangues, etc., des requins marteaux. On aimerait bien savoir ce qu'ils deviennent après quand on les a relâchés, notamment s'ils survivent, mais aussi éventuellement comment ils exploitent les eaux côtières réunionnaises. Donc il y a tout un travail qui va être mené par les organismes réserves marines, Kélonia, etc. Donc on est en train de remettre en place le réseau de stations d'écoute. Là, ça y est, l'appel d'offres, c'est bon, on va avoir du matériel qui va arriver d'ici la fin d'année. On a commencé à récupérer le matériel et à en poser. Sachant qu'il reste aussi des animaux qu'on avait marqués à l'époque de Cap Requin 2. Il y a 3 raies guitares, 3 requins nourrices. Donc là, je vous montre un petit peu les résultats de détection sur la période, bon, c'est lisible, mais entre 2015 et 2016, voilà. Par exemple, il y a un requin nourrice mâle qui avait été marqué à Saint-Gilles. Ici, c'est Saint-Gilles, ici, c'est Saint-Pierre. Ça, c'est l'ensemble des récepteurs du nord au sud. Et on a remarqué qu'à la période de novembre-décembre, il faisait des allers-retours comme ça, vers Saint-Pierre. Puis après, il était redétecté que quasiment au niveau de Saint-Gilles, baie de Saint-Paul. Et puis, à la même période, l'année suivante, il refait des allers-retours comme ça. Ça, c'est typiquement des données super intéressantes en termes de comportement, de compréhension des espèces accessoires. Et c'est aussi ce que permet ce programme, c'est de pouvoir acquérir des données sur les autres espèces, sur l'écosystème, sur les différentes composantes donc, de ce qu'on trouve dans les eaux côtières réunionnaises. Donc peut-être le take-home message, c'est que c'est un programme qui non seulement sert à la réduction du risque, mais qui est surtout un programme qui permet de disposer d'indicateurs à la fois sur le risque lui-même, mais aussi sur, je dirais, en général, la composition des espèces dans les milieux côtiers réunionnais. Et il est important, et ça on peut remercier les financeurs de nous accorder leur confiance sur encore les 3-4 années suivantes, de pouvoir consolider tous ces résultats. Et on espère que si on a une consolidation de ces résultats-là, on pourra apporter des éléments aux decision makers, aux politiques, pour pouvoir
éventuellement faire évoluer la réglementation, notamment en termes d'accès aux zones d'activité nautique. Voilà, je vous remercie.